Pour vous, les SUV, c'est trop gros, les citadines, c'est trop petit, les berlines, ça fait trop vieux, on a la solution. Aujourd'hui, dans le podcast Automoto, on se demande quels sont les meilleurs compacts du marché. Salut à tous et bienvenue sur le podcast Automoto, l'émission où il n'y a pas de mauvaises questions et parfois quelques bonnes réponses. Mon nom est Andy David, avec moi aujourd'hui deux éminents membres de la rédaction d'Automoto. On commence par notre doyen, Nicolas Briouz. Salut Nico. Salut Andy. Et avec nous également la plus belle barbe de la presse auto, Laurent Pinel. Salut Laurent. Salut. Laurent, dans le numéro 272 d'Automoto et sur automoto.com, tu as classé les berlines compactes actuellement commercialisées en France de la meilleure à la moins bonne. Alors question bête, c'est quoi déjà une compacte ? Pour répondre à tout le monde, une compacte, c'est une Golf, une Mégane, une 308, c'est une voiture à mi-chemin entre une citadine polyvalente type Renault Clio et une berline familiale, façon par exemple Renault Talisman. Donc c'est un véhicule d'environ 4,30 m de long qui dispose d'un haillon. Et alors comment est-ce que tu as réalisé ce classement ? Alors c'est un peu à la technique du doigt mouillé, évidemment. Ce que je veux dire par là, voilà, ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut très objectivement comparer deux véhicules si on prend deux versions similaires avec un niveau de puissance comparable et un niveau d'équipement aussi qui ne se distingue que par quelques petits détails. Or là, c'est un jugement assez global d'une voiture. Donc c'est que vaut une Peugeot 308 par rapport à une Volkswagen Golf. Donc évidemment, ça dépend de plein de critères. Et en gros, c'est notre classement, mon classement en tout cas. Mais ça ne veut pas dire systématiquement que celle qui est devant l'autre est meilleure selon la version qu'on choisit. Ça dépend de la version, des besoins de la personne, etc. Et des priorités de chaque client, effectivement. Si vous voulez un grand coffre, peut-être que la première ne répond pas du tout à vos attentes. Alors dans cette émission, nous n'allons pas remonter tout le classement établi par Automoto, parce qu'il faut aussi acheter le magazine ou aller sur le site, vous comprendrez aisément. En revanche, on va étudier quelques cas intéressants et on va très mal commencer, Laurent. À la 23e et dernière place de toutes les compacts commercialisées en France, tu nous as mis l'Alfa Romeo Giulietta. C'est quoi le problème avec l'italienne ? C'est une belle voiture, non ? Bah voilà, mais je crois que tu as bien résumé. C'est une belle voiture et sans méchanceté gratuite, c'est sa principale qualité. C'est une voiture qui est sortie en 2010. Aujourd'hui, elle est dépassée en termes d'équipement. Les motorisations sont pas vraiment remarquables. La qualité des plastiques à bord, c'est pas ça non plus. Et l'ergonomie, c'est dépassé. Et en plus, c'est pas une voiture qui est bon marché. Bref, c'est vraiment pas de la méchanceté gratuite, mais à mes yeux, l'Alfa, désormais dans cette catégorie, elle est vraiment à la traîne. Nico, t'es un alphiste, t'as une 147 GTA dans le civil, tu laisses dire ça ? Je suis un alphiste convaincu, mais j'aimais les Alfa d'Alban. Et effectivement, cette Giulietta, je suis entièrement d'accord avec Laurent. C'est la plus belle pour moi des compacts, mais c'est sans aucun doute l'une des moins bonnes. Alors on saute quelques voitures qu'on oublie un peu trop souvent, comme l'Infiniti Q30, la Nissan Pulsar, on remonte à la 17e place. À ce rang, on trouve la Toyota Auris, qui est en toute fin de carrière. Alors là ce dont on va parler aujourd'hui, c'est plutôt sa remplaçante, la toute nouvelle Corolla, qui arrive en concession début 2019. Laurent était l'autre jour aux essais internationaux. Cette génération, elle est entièrement hybride. Est-ce que, du coup, avec cette compacte, Toyota revient dans le top 5 ou est-ce qu'elle est encore derrière ? Alors, dans le top 5, je sais pas, c'est difficile à dire. Faudra voir les tarifs qui sont pas encore communiqués. Ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment une voiture qui progresse à tous les niveaux par rapport à l'Auris. C'est sa digne descendante. 100% hybride, tu l'as dit, mais désormais il y a deux versions. Une version classique avec la même motorisation qu'une Prius par exemple, mais aussi une version 2 litres hybride qui atteint 180 chevaux. Et là, on peut commencer à parler de plaisir de conduite vraiment avec une voiture hybride. Sauf que, attention, là encore, où elle sera dans le classement, je sais pas. Déjà parce qu'il n'y a pas de moteur diesel et tout, donc ça répondra pas aux attentes de chaque client sur le marché, tout simplement. On arrive à rouler en mode 100% électrique avec cette voiture ou c'est comme la Yaris, on fait 1 km, même pas Alors, le principe est le même, c'est pas une hybride rechargeable, donc effectivement, elle vous aidera avec son moteur électrique à chaque départ au feu vert, et on peut faire quelques centaines de mètres, voire quelques kilomètres en électrique, pardon. Toyota fait une étude qui est assez intéressante, en tout cas si on croit ce qu'ils nous disent, à savoir, sur les trajets périurbains, les clients globalement roulent 50% du temps en mode 100% électrique. Donc oui, effectivement, il y a un gain, aussi bien en termes de pollution, en tout cas de rejet, que en termes d'agrément de conduite, parce qu'on roule en silence. Ça donnait quoi en conso à peu près sur ton essai ? J'étais 4,6 litres, je crois. Mais en revanche, c'était pas un trajet 100% urbain, il y avait de la voie rapide et tout. Donc là, c'est pas là que cette hybridation donne le meilleur d'elle-même.
Alors on grimpe, nous voilà à la 14e place avec la Fiat Tipo. C'est un cas un peu spécial, Laurent. Bah oui, dans le sens où c'est peut-être pas une voiture qui fait rêver tout le monde, mais très sincèrement, avec une Tipo, on en a pour son argent. Donc l'idée de la Tipo, c'est du semi-low cost en fait, c'est ça C'est un peu l'esprit, effectivement, mais c'est pas une voiture qui est remarquable comme peut l'être une low cost. Elle passe complètement inaperçue. Et on peut évidemment, par le biais des finitions hautes ou des options, avoir un équipement très sérieux et on a de bonnes qualités dynamiques avec cette voiture, tout en étant moins cher que les autres. Donc pour moi, effectivement, elle n'est peut-être pas mieux que des voitures qui sont derrière elle au classement, sauf qu'elle est nettement moins chère. Alors j'ai une petite surprise à la 10e place en retrouvant le Citroën C4 Cactus. Depuis quand c'est une compacte et plus un SUV Il faut demander à Citroën. En tout cas, c'est la remplaçante, je ne sais pas si c'est la digne remplaçante de la C4. Mais oui, effectivement, on sait que depuis la disparition de la C4 Cactus fait office de compacte. Donc elle est globalement plus petite que les autres. Je crois que c'est 4,17 m de mémoire. Elle offre peut-être pas la même habitabilité ou le même volume de coffre. Mais en tout cas, selon Citroën, c'est l'actuel compact de la gamme. Toi, Nico, qui est un peu citroëniste, tu la remettrais plus haut dans le classement, la C4 Cactus ? Pas forcément, moi j'étais un fan de l'ancienne C4 Cactus parce que très original, très simple, assez pratique, même si elle n'avait pas de banquette rabattable à l'époque, et surtout très légère. Et ça, c'est un truc dont on parle pas assez souvent pour moi. La légèreté est synonyme de performance et de faible consommation. J'aime beaucoup cette C4 Cactus, même si elle est moins originale depuis la nouvelle version. Et en revanche, elle est quand même aussi confortable. C'est l'une de ses qualités premières quand même. Absolument, elle reprend les qualités de confort de sa devancière, la C4 traditionnelle. Alors on remonte toujours dans le classement. Je constate que la Renault Mégane ne figure qu'à la 8e place, alors que c'est la deuxième compacte la plus vendue en France, derrière la 308. Comment t'expliques ce paradoxe, Laurent ? C'est pas une bonne voiture, la Mégane, alors qu'elle se vend si bien ? Alors, je l'ai dit au début, c'est pas le classement de tout le monde, c'est mon classement. Et de mon point de vue, déjà, je serais curieux de voir son niveau en termes de vente à l'échelle européenne. Je pense qu'elle est loin derrière une Golf, une Peugeot 308 ou bien d'autres. En tout cas, pour moi, quand on achète une voiture, il y a aussi le critère plaisant et esthétique d'une voiture. Et que ce soit à l'extérieur ou alors quand on est à bord, la Mégane, moi, ça me fait pas grand-chose. Je trouve ça sans charme, un peu placide. Alors, c'est loin d'être une mauvaise voiture, hein, mais le problème de cette catégorie, c'est qu'il y a beaucoup de monde et beaucoup de bonnes voitures, aussi bien les françaises que les autres européennes, les coréennes ou japonaises. Donc, oui, pour moi, elle est à la 8e place. Et c'est pas une mauvaise voiture, juste elle me séduit pas beaucoup. Nico, ça t'inspire un peu plus la Mégane ? La Mégane, pour moi, ça reste quand même une des références en termes de qualité dynamique et de confort. Voilà, en tant que bonne française. Voilà. Après, il y a des gens à qui ça plaît pas. Je suis tout à fait d'accord avec Laurent. En look, c'est vraiment pas original. D'ailleurs, on parle tout le temps des Mégane, 308, Golf. Est-ce qu'il y a des voitures auxquelles on pense jamais qu'il faudrait considérer au moment de choisir, Nico ? Moi, il y a la Mazda 3 dont Laurent a parlé, mais qui est dans les profondeurs de... Enfin, pas profondeur, mais je crois qu'elle est en 15e ou 16e place. La Mazda 3 que je trouve qui est pétrie de qualité, mais qui a un gros problème, c'est un manque d'image, parce que Mazda, en France, on ne sait pas pourquoi, et pourtant, c'est une très très bonne voiture à tout point de vue. Elle est très fiable en plus. Elle est bien placée au niveau tarif, mais elle ne fait pas rêver parce que Mazda est une marque qui ne fait pas rêver. Et pas seulement, de mon point de vue, il faut déjà trouver une concession Mazda. Aussi. Et ça fait partie aussi des choses qui, pour certaines compactes, justifient le fait qu'elles soient loin dans le classement. Et pour le coup, la Mazda, c'est aussi ça. Toi, Laurent, t'as un outsider, entre guillemets, à recommander ? Outsider, oui. Moi, je pense à certaines voitures. La Mazda, c'est une bonne voiture. J'aime bien le charme d'une Volvo qui... pourtant est plus loin dans le classement. Donc la V40. La V40, j'allais dire la même chose que toi, Laurent. Au risque de commencer le sujet suivant, je veux dire, j'aime beaucoup la Civic. On parle de la Civic, elle figure à la 5e place du classement. Moi, j'aime bien son look. Je crois que, Nico, toi, c'est pas vraiment ta tasse de thé. Alors, au niveau look, oui, j'ai beaucoup de mal. Je ne pourrais pas rouler dans une Civic, même si je reconnais qu'à conduire et au niveau habitabilité et à tout point de vue, et en fiabilité, évidemment, c'est une super auto. Mais je n'aime vraiment pas le look façon manga japonais. Je déteste. Mais bon, après, c'est pas pour ça que c'est pas une bonne voiture. Je suis le premier à le reconnaître. Toi, Laurent ? Moi, le look, je trouve pas que ce soit une voiture extrêmement sexy non plus, mais pour
tout le reste, vraiment, sans exception, sauf peut-être le cache-bagage en rouleur que je trouve assez nul, un peu cheap, mais c'est vraiment de l'ordre du détail. Pour le reste, moi, ça fait partie des 3 modèles que je préfère sincèrement dans cette catégorie. Mais je vous rappelle quand même que la première raison d'achat, c'est en général l'esthétique. Oui, mais il y a aussi les gens qui pensent à la décote de la voiture, et là-dessus, Honda est bien placée aussi. Même si elle n'est pas bon marché, elle garde toujours une belle cote sur le marché de l'occasion. C'est aussi, il y a une particularité de cette voiture, c'est une grande voiture, c'est une grande compacte. Elle fait plus de 4,50 m. 4,52 m, et je crois que c'est la plus grande de la catégorie. Et elle est devenue plus grande que des familiales il y a 10 ans. Donc si on cherche, entre guillemets, de l'habitabilité, c'est l'une des références sur ce segment. C'est vrai. Et pour juste la minute culture, pardon, mais c'est parce que précédemment, il y avait une Honda Civic pour le marché américain, une pour l'Europe, et désormais, il n'y en a qu'une à l'échelle mondiale. Et comme les Américains ont beaucoup d'espace, Honda s'est pas nécessairement soucié du stationnement en région parisienne ou tout au moins en Europe. Donc voilà, c'est ce qui explique la taille vraiment imposante de cette japonaise. Alors on parle de grande taille d'XXL, on passe à la 4e place avec la Mercedes Classe A. La nouvelle génération a enflé de 12 cm par rapport à l'ancienne. C'est une bonne nouvelle ça, ou c'est juste une voiture plus difficile à garer ? Voilà, en fait, t'as répondu, on dit ça dépend où t'habites. Ouais. Ça peut être bien pour l'espace à bord. C'était quand même le gros défaut de l'ancienne génération de Classe A, l'habitabilité. Oui, puis le confort aussi, hein. Enfin ça. Ça a beaucoup progressé dans ces deux domaines. Voilà, ça progresse à tous les niveaux, quitte éventuellement à perdre un peu de caractère, parce que sa fermeté plaisait beaucoup à certains conducteurs. Maintenant, elle se rattrape avec non pas son prix, parce que c'est vraiment cher, mais avec une présentation assez hors norme dans la catégorie, oui, très il y high-tech. a une ambiance particulière, voilà. avec les commandes vocales, avec cette grand écran en guise d'instrumentation. Voilà, ça plaît pas à tout le monde, mais il faut reconnaître que c'est vraiment innovant. Toi, ça te plaît ? Je peux m'en passer. Nico ? Oui, non, moi comme Laurent, moi je suis à l'ancienne. Je mets en avant les qualités dynamiques et le confort bien avant la connectivité, etc. Et maintenant, il est temps de prendre l'ascenseur, de descendre au 3e sous-sol. C'est l'heure de rejoindre le parking Automoto. Et cette semaine, dans notre garage, on trouvait un Volvo XC40 T3. Le XC40, c'est un SUV compact aux lignes anguleuses. Il a été élu voiture de l'année par la presse européenne. Je sais pas comment on dit cocorico en suédois, ça doit être un bruit d'élan, mais c'est en tout cas la toute première fois qu'un modèle du constructeur de Göteborg remporte cette prestigieuse distinction. Est-ce que c'est justifié, Nico ? Est-ce que c'est une bonne voiture déjà, le XC40 ? C'est une excellente voiture sur les versions haut de gamme que nous avions essayé, ou haut de gamme ou milieu de gamme. Nous avions essayé notamment un XC40 D4, le diesel de 190 chevaux, avec lequel j'avais fait ouais, t'étais allé un à voyage Genève, jusqu'au voilà. salon de Genève. J'avais gardé un excellent souvenir à tout point de vue, vraiment. Et là, je dois reconnaître que j'ai été déçu par cette nouvelle version essence de base, motorisée par un 3 cylindres 1,5 litre de 156 chevaux. Le gros problème des Volvo XC, à savoir des SUV Volvo, c'est le poids. Et devinez le poids de petit SUV compact, 1600 kg, 1580 très précisément, à vide, annoncé par Volvo. C'est monstrueux. Donc vous imaginez qu'un petit 3 cylindres, même de 156 chevaux, il ne peut pas faire de miracle. Donc j'ai été quand même déçu par l'agrément de conduite, par les performances, et aussi plus grave, c'est une traction. Les autres étaient des tractions intégrales, là c'est une traction avant. Des petites pertes de motricité, j'ai été un petit peu déçu. En revanche, cette T3 permet d'accéder à la gamme XC40 à un tarif nettement plus abordable, à peine supérieur à 31 000 euros. Donc à ce prix-là, t'achètes, ça vaut le coup ? J'ai un petit problème avec ce moteur qui est un petit peu juste. Voilà. Je préfère mettre un peu plus ou acheter une plus grosse version d'occasion. Laurent, tu l'as conduit ? Brièvement. Alors ? Et j'aime beaucoup l'ambiance qui se dégage d'un intérieur de Volvo et certains détails très soignés. Et là, il faut reconnaître que je me sentais dans une voiture classique et non pas dans une Volvo. C'est valable aussi pour l'insonorisation et quant aux pertes de motricité, je partage ce point de vue, mais malheureusement, même si cette marque est très sympa, c'est quelque chose qu'on retrouve fréquemment sur les Volvo qui sont de simple traction. Des petites pertes de motricité sur sol humide, même sans accélérer fort, simplement. Moins premium au niveau ambiance. J'ai pas retrouvé la même ambiance que sur les autres qui sont quand même beaucoup plus chers. Donc la conclusion, c'est que le XC40, c'est la voiture de l'année, mais pas en entrée de gamme, quoi. Ça dépend. Par rapport au prix, ça peut être pas mal. Quelqu'un qui aime bien le look, pourquoi pas ? Voilà. On reprend notre dossier meilleure berline compacte et nous grimpons sur le podium avec à la 3e place la Volkswagen Golf.
Tu vas te faire engueuler par une partie de nos lecteurs, Laurent. La Golf, 3e? Eh ben, c'est très sincèrement ce que je pense. C'est encore la compacte la plus vendue en Europe. Alors, peut-être pas en France, mais il doit y avoir une raison qui explique ça. Je pense que c'est la référence depuis de nombreuses générations. Ça veut pas dire que c'est la meilleure, ça veut dire qu'elle est toujours bien placée parce que, globalement, c'est une voiture très homogène, il y a de la place à bord, c'est confortable, c'est agréable à conduire, il y a une bonne technologie embarquée. Et même un conducteur d'une autre marque, s'il s'installe pour la première fois dans une Golf, au bout de 5 minutes, il a tout compris comment on active chaque fonction de la voiture, aussi bien en termes de connectivité que des fonctions de conduite ou de confort. Bref, pour moi, c'est vraiment bien pensé de bout en bout une Golf. Alors, ok, c'est peut-être pas la plus marrante à conduire, mais vraiment, de manière globale, c'est une excellente voiture. Cette génération est sortie en 2012, ça se sent ou franchement, elle reste moderne? Non, enfin... Je pense sincèrement que non, elle reste moderne parce que faut bien partir du principe que Volkswagen, c'est aussi Seat, Skoda, Audi. Et par exemple, les blocs moteurs, ils évoluent très régulièrement sur toute la gamme. Et donc, on peut être à peu près sûr que tous les ans ou tous les 18 mois, si tu préfères, on a au moins un nouveau moteur qui arrive dans la gamme. Donc, globalement, non, elle est toujours dans le coup, cette voiture. Pour toi, Nico, la Golf, c'est toujours une référence? C'est très clairement la plus homogène. Laurent l'a parfaitement résumé. Je rajouterais donc, il a fait allusion à l'ergonomie. N'oubliez pas aussi la qualité de finition. Et elle n'a aucun défaut, cette voiture. Très objectivement, j'allais dire, quelqu'un qui n'est pas fou de voiture va acheter une Golf, il sera super satisfait. C'est sûr. C'est peut-être la plus grosse surprise de ce classement. À la 2e place, on retrouve la Ford Focus, 4e génération, renouvelée il y a quelques mois à peine. Laurent, ça doit être une super auto pour être 2e de ton classement. Alors oui, en revanche, sincèrement, c'est pas celle que j'achète. Juste pourquoi elle est aussi haut dans le classement? Parce que, comme toutes les précédentes Focus, c'est l'une des plus agréables à conduire du segment. Elle est au niveau d'une Peugeot 308. Et voilà, tout est très bien pensé. Juste... Pourquoi j'achèterais pas ça? Parce que, je veux pas dire que c'est moche, mais en tout cas ça ne me plaît pas du tout, je trouve pas ça sexy pour dessous. Et malheureusement, même si la dotation, l'habitacle, tout ça c'est très bien pensé et riche en équipement, bah même à bord c'est pas fun quoi, c'est plan-plan. Alors voilà, c'est pas séduisant, mais c'est foncièrement très efficace à tout point de vue. C'est une voiture à laquelle on pense pas assez, je pense, sur le marché français, en fait. Moi, je pense qu'il y a pas mal de gens qui y pensent. Oui, Ford, c'est quand même une grosse marque. Ils ont un bel historique et les Focus se sont toujours bien vendus, aussi bien en Europe qu'en France. Donc, effectivement, peut-être que dans la mémoire collective, on se rappelle d'abord d'une Peugeot, une Renault, une Citroën, en tout cas chez nous sur notre marché. Ou une Golf, évidemment. Mais derrière, je pense que la Focus, elle est dans le... Très clairement. Voilà, elle est la suivante, très probablement, pour les gens. Elle ne bénéficie pas de la même image qu'une VW Golf. De plus. Au même titre qu'une Opel peut-être, mais ça reste une référence de longue date aussi. Et maintenant, suspense, roulement de tambour. Je vais vous livrer le nom de la meilleure compacte du moment selon Automoto. Il s'agit de la Peugeot 308. Laurent, est-ce que tu es un journaliste corrompu travaillant à la solde des constructeurs français? Alors j'aimerais bien, ça voudrait dire que Peugeot me fournirait une voiture à l'année. À plein temps, ça serait formidable. Ça serait merveilleux, mais non, c'est vraiment pas le cas. Et en même temps, je dis pas que la 308 est parfaite, c'est pas le cas. Il y a des petits détails, notamment. Alors oui, je vais faire l'esprit chacun. Je vais faire l'esprit chagrin. C'est quoi les petits défauts de la 308 qui est pourtant, d'après toi, la meilleure compacte du moment? Oui, moi j'ai un petit souci avec l'ergonomie, toutes ces fonctions qui se contrôlent depuis l'écran tactile central sur le tableau de bord. Voilà, ça peut déplaire pour le reste, pour ceux qui aiment conduire, et je fais partie de ceux-là. 308, c'est extraordinaire, c'est sympa à conduire, le tout petit volant, il donne une impression de dynamisme, et en plus c'est globalement confortable, il y a de la place à bord, il y a un bon coffre. Non, c'est vraiment une voiture top, en tout cas de mon point de vue, pour preuve, elle est numéro 1. Donc devant la Golf, pour des considérations, on va dire, presque d'agrément de conduite, de style, c'est peut-être un petit peu plus vivant qu'une Golf, c'est ça? Voilà, c'est peut-être un peu plus charmant ou plus original. Et en plus, chez Peugeot, on a des nouveaux moteurs, aussi bien en essence qu'en diesel, qui sont vraiment sympas. Donc même si cette voiture aussi est vieillissante, elle a d'ailleurs été restylée, donc elle est dans la deuxième partie de sa vie, et malgré ça, elle est au top encore. Nico? J'irai encore plus loin que Laurent. À chaque fois que je remonte dans une 308, je me demande comment on peut rouler avec autre chose. C'est non seulement la meilleure compacte, mais c'est pour moi une des meilleures voitures au monde, je le dis franchement, dans la catégorie grand public, avec des qualités dynamiques exceptionnelles. Devant les Ferrari, c'est
Ça, c'est une autre catégorie. C'est quand même Ne me remarquable. fais pas ouais. dire ce que je n'ai pas dit. C'est une voiture extraordinaire à conduire, extraordinaire, précise, dynamique, agréable. Le look est sympathique. Au niveau ergonomie, l'écran tactile n'est pas génial, il faut le reconnaître. Mais une fois habitué au petit volant, c'est aussi très agréable à conduire. J'ai été un petit peu déçu quand même par une chose, c'est l'habitabilité aux places arrière qui n'est pas aussi exceptionnelle que dans mon souvenir. T'es trop grand, Nico. Correct, mais pas exceptionnel. Voilà. Est-ce qu'il y a une Mis à version part ça, à privilégier aujourd'hui? Alors, il y a des versions à éviter, peut-être les moteurs de base, mais que ce soit la version GT ou la GTI qui a disparu du catalogue pour revenir ensuite, et les versions simplement 1,5 litre Blue HDI 130 par exemple pour ceux qui veulent encore du diesel. Globalement, non, il y a le choix est large et quasiment toutes les versions sont bonnes. Alors je vais vous poser la question qui tue chacun votre tour. Une berline compacte, un moteur, laquelle vous prenez? Oh, c'est vraiment dur ça. Moi, je l'ai dit tout à l'heure, j'hésite entre une Golf, une Civic, une 308 pour diverses raisons. Et ce qui me soucierait avec une Golf, c'est que tout le monde a une Golf. C'est un peu le même problème en France avec la 308, donc je sais pas si c'est vraiment ce que je ferais, mais je vais choisir la Civic. Et toi, Nico? Moi, très clairement, une 308. Si j'ai les moyens, je prends une 308 GTI. Et sinon, je prends une 308 1,2 litre PureTech 130 chevaux avec la boîte automatique. Et la GT 225 chevaux aussi, elle est sympa. Et elle est bien aussi. Enfin, n'importe quelle 308 me convient. Vous pouvez retrouver plus de précisions sur ce classement dans le numéro 272 d'Automoto dans votre kiosque favori ou sur automoto.com. Si ce podcast vous a appris des trucs ou au moins fait marrer, rendez-vous sur votre plateforme préférée pour vous abonner. iTunes, Spotify, Deezer, etc. C'est vous qui voyez, pouf, un clic, c'est bon, vous recevez directement sur votre téléphone ou votre ordinateur. Le mieux dans tout ça, c'est que c'est gratuit. On vous souhaite une très belle journée, à bientôt sur automoto.com. Ciao! Salut! À bientôt!